Bonjour à tous. Imaginez que vous êtes une femme mariée à un entrepreneur à succès et vivant tous les deux dans votre pays sur le continent africain. Votre mari décide de construire un grand centre commercial et vous, sa femme, décidez d'apporter votre petite contribution avec la promesse qu'à la fin de la construction, vous aurez droit à un espace pour votre propre activité entrepreneuriale. Mais à la fin de la construction, votre mari fait volte-face et décide qu'il n'y a pas de place pour vous au sein de son centre commercial. Eh bien, loin d'être tiré d'un roman fictif, ces faits constituent l'un des griefs qu'Anita Okoye, dans sa demande de divorce d'août 2021, reprochait à son désormais ex-mari, le célèbre musicien nigérian Paul Okoye. Ces faits sur lesquels je reviens plus loin avec la décision judiciaire rendue au Nigeria constituent l'illustration parfaite de la problématique au cœur de la vidéo d'aujourd'hui, à savoir celle des mécanismes de protection à adopter en amont en cas d'investissement immobilier fait en couple sur le continent africain, et cela comme garde-fou en cas d'une éventuelle séparation, comme je l'annonçais dans la vidéo faite il y a 3 semaines. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit spot publicitaire comme d'habitude, on se retrouve tout de suite après. Ici Sandra de la boutique Sandra Bella Moda. Vous avez notre boutique de mode en ligne basée à Genève et la boutique physique en République démocratique du Congo. Retrouvez toutes les informations concernant nos 2 boutiques en barre de description de cette vidéo. Et comme annoncé il y a 3 semaines, je suis en train de travailler à l'installation de la boutique très bientôt à Kinshasa, capitale de la mode, capitale de la République démocratique du Congo, mesdames. Et c'est parti pour le fond du sujet d'aujourd'hui. Et donc, voilà, dans la vidéo faite il y a 3 semaines, j'annonçais que cette problématique épineuse serait examinée dans une première partie. Et donc, aujourd'hui, par rapport au continent africain, où ce sont les femmes qui sont plus lésées en matière des différents investissements en cas de séparation ou divorce. Et ensuite, dans une deuxième partie, donc la semaine prochaine, la question sera examinée par rapport à l'Occident, où ce sont les hommes qui considèrent être, beaucoup plus lésés. Dans cette première partie, donc, je vais examiner 3 points essentiels. Premièrement, il s'agira de la question du régime matrimonial choisi par le couple. Est-ce qu'il y a un régime matrimonial qui protège mieux les femmes? Voilà. Ensuite, en fonction de ce régime matrimonial, on va examiner la question de savoir s'il est prudent pour une femme d'apporter sa contribution aux différents investissements faits par son mari. Et en 3e position, nous allons examiner la question de savoir s'il est prudent de mettre les différents biens immobiliers au nom des enfants, comme cela se fait très souvent en République démocratique du Congo. Pour ce qui est donc du premier point, par rapport au régime matrimonial, il faut noter ici qu'il concerne les couples mariés à l'état civil, notamment en droit congolais que je maîtrise le mieux, comme dans beaucoup d'autres pays. C'est seulement le Code civil qui octroie le titre des mariés avec les droits qui y sont accordés. Cela signifie que même si vous avez fait le mariage religieux et le mariage coutumier ou traditionnel, soit la dot dans des pays comme le Congo, cela ne vous confère pas les droits des mariés au sens de l'état civil. Vous êtes considérés comme des concubins et le concubinage est un fait au regard du droit congolais qui ne vous protège pas. Il est donc important, si vous voulez être protégé, de faire le mariage civil. Car c'est en effet seulement en faisant ce mariage civil que vous pourrez choisir justement votre régime matrimonial. Cela dit, le régime matrimonial peut se définir comme étant l'ensemble des dispositions légales au sein d'un pays qui régissent le patrimoine des époux, c'est-à-dire les dispositions légales qui règlent les rapports patrimoniaux entre les conjoints. Ce régime matrimonial choisi va donc régir le patrimoine des époux
pendant le mariage, mais aussi déterminer le sort de ce patrimoine en cas de dissolution du mariage, que ce soit par décès ou par divorce. Je vais me focaliser ici sur les régimes matrimoniaux en droit congolais car c'est le système que je maîtrise le mieux. À noter que la RDC fait partie du système juridique, romano-germanique. La plupart des pays de ce système ont les mêmes régimes matrimoniaux car leurs différentes législations se ressemblent. Ce sont des pays d'expression généralement française, italienne et allemande, ainsi que les différents pays africains qui ont été colonisés par les pays européens parlant ces 3 langues. Voilà, et donc la RDC ayant été colonisée par la Belgique fait partie du système juridique romano-germanique. Il faut noter qu'il y a 2 grands systèmes juridiques au monde. Le premier, donc, le système romano-germanique dont je viens de vous parler. À côté, il y a le système de la common law, c'est le droit anglo-saxon, c'est-à-dire le droit des pays d'expression anglaise, comprenons la Grande-Bretagne, les États-Unis, ainsi que la plupart des pays qui ont été colonisés par l'Angleterre. Et donc, le droit anglo-saxon a ses nombreuses spécificités par rapport au droit romano-germanique, mais il y a quand même des similitudes, notamment en matière de régimes matrimoniaux pour ce qui est des régimes comme la séparation des biens. Mais ici, comme j'ai dit, je me focalise sur les cas de la RDC, système romano-germanique. À noter d'ailleurs que les problèmes auxquels font face les femmes en Afrique en matière de patrimoine en cas de divorce sont similaires de manière générale au sein des pays africains, que ce soit au sein du système romano-germanique ou du système de la common law. Voilà, et donc en droit congolais, comme dans la plupart des pays de droit romano-germanique, il y a 3 régimes matrimoniaux, à savoir le régime de la communauté universelle des biens, ensuite le régime de la communauté réduite aux acquets et enfin le régime de la séparation de biens. Pour être brève, le régime de la communauté universelle des biens signifie que tous les biens acquis par chacun des époux avant et pendant les mariages sont communs, ainsi que les dettes. Voilà, donc il n'y a pas des biens pour le mari ou pour la femme. Les deux ont leurs biens ensemble, avec la conséquence qu'en cas de dissolution du mariage, par divorce notamment, il y a un partage équitable des biens en 2 parties, voilà, ainsi que des dettes. Ensuite, il y a le régime de la communauté réduite aux acquets. Pour cette communauté-là, les biens acquis par chacun des époux avant, voilà, le mariage sont des biens propres, mais les biens acquis pendant les mariages sont des biens communs ainsi que les dettes. Ici donc, en cas de divorce, le partage ne s'est fait que sur les biens acquis pendant le mariage et les dettes contractées pendant le mariage. Enfin, nous avons le régime de la séparation des biens où chacun a ses propres biens, d'où l'intérêt, voilà, de mentionner les biens de chacun pendant le mariage, de sorte qu'en cas de divorce éventuel, il n'y a pas de partage des biens, chacun récupère ses propres biens et puis c'est la fin de l'histoire. Et donc voilà les régimes matrimoniaux qui régissent le mariage pendant que tout va bien, pendant que voilà, il y a l'amour au sein du couple. Mais comme je l'ai annoncé dans la vidéo d'il y a 3 semaines, tous les mariages ne finissent pas comme voilà, dans les dessins animés de Cendrillon avec son prince charmant. Voilà, il y en a qui vont finir par un divorce en Occident. J'expliquais que c'est un mariage sur 2 pratiquement. Et en Afrique, même si on n'a pas encore atteint ce niveau-là, il y a de plus en plus de divorces, même si c'est difficile d'avoir des statistiques. Mais en tout cas, les gens divorcent plus. Et donc, se pose très souvent la question du patrimoine. Et le constat que moi, j'avais déjà fait à l'époque où j'exerçais encore comme avocate au Congo, c'est que beaucoup de couples choisissent au Congo le régime soit de la communauté universelle ou de la communauté réduite aux acquets, surtout les femmes. Pour elles, c'est une expression d'amour que de choisir voilà, ce régime matrimonial. Mais est-ce que dans les faits, ce régime de la communauté des biens, que ce soit universel ou réduit aux acquets, protège les femmes en cas de divorce? Le constat que moi j'ai fait est non.
C'est le même constat qui a été fait par maître Alexandra Muleka, qui exerce comme avocate à Kinshasa. Elle est aussi la fondatrice de l'association Elle pour Elle, qui œuvre pour la promotion des droits des femmes en République démocratique du Congo. Dans un article que je mets en barre de description, vous découvrez le calvaire des femmes dont certaines ont peur d'aller demander le divorce alors que le mariage est devenu toxique parce qu'elles ont peur de partir sans rien de ce mariage où parfois elles ont passé beaucoup d'années. Dans cet article, ce sont des femmes qui ont été assistées par cette avocate, maître Alexandra Muleka, qui explique donc cette difficulté à quitter un mariage toxique, ce qui nous ramène à ce qu'on entend souvent, à savoir que les mariages sont stables en Afrique. Mais la question à se poser souvent, c'est à quel prix? Parce qu'il y a des femmes qui vont rester parce qu'elles n'ont pas le choix, tout simplement. Or, le but d'un mariage, c'est de rendre heureux, c'est d'être épanoui. Mais quand dans un mariage, c'est comme si on est en train d'épulcher les oignons tous les jours, c'est pas la peine. Ça devient toxique et il faut partir. Mais quand on n'arrive pas à partir parce qu'on est en difficulté financière, c'est compliqué. Et le problème, justement, c'est cette illusion de cette communauté universelle des biens dans laquelle vont s'hébercer les femmes et vont laisser, tout le pouvoir d'acquisition des biens à l'homme. Et ce qui va faire que elles, se croyant protégées par ce régime, elles vont être déçues par le système judiciaire au Congo, qui est quand même très corrompu, comme dans beaucoup des pays africains. Et c'est ce qui ressort de cet article qui parle des clientes de maître Alexandra Muleka. Il faut noter en effet que dans ce même article, il y a des cas des femmes assistées par cette avocate qui ont, elles, eu gain de cause. Au moment du divorce, elles ont pu obtenir le partage des biens. Donc, au final, c'est une question de loterie. Ça devient une justice loterie qui dépend du juge qui sera en face. Si c'est un juge qui est corrompu et que le mari, parce que les hommes ont plus de pouvoir, ils ont plus d'argent, eh bien, la femme ne va pas s'en sortir parce que le juge sera corrompu par le mari. Il y a des cas de ces femmes-là dans cet article. Mais d'un autre côté, il y a des femmes qui sont tombées sur des juges qui n'étaient pas corrompus et elles ont pu avoir gain de cause. Et donc finalement, c'est une justice loterie. En conclusion, on peut dire que ce régime de la communauté des biens protège lorsque le système judiciaire n'est pas corrompu. En revanche, dans des pays où le système judiciaire est corrompu, généralement les pays africains, en choisissant ce régime pour les femmes, on met son destin sur une question aussi importante entre les mains du hasard, ce qui est dangereux. Car en face d'un juge corrompu, le divorce sera prononcé et il n'y aura pas de partage des biens. La femme sera carrément lésée après avoir passé 15, 20 ans à ne rien faire, à compter sur le fait qu'elle était dans une communauté de biens, elle se retrouvera en difficulté financière. Voilà pourquoi, en ce qui me concerne, je pense que au sein des pays africains, le régime de la séparation des biens est le meilleur des régimes. Voilà pourquoi, dans la vidéo faite il y a 3 semaines, j'ai expliqué qu'il est important d'en parler, de débattre de cette question importante. On sait qu'on est dans une séparation des biens. Pendant le mariage, quand même, l'homme assume ses obligations, de pourvoyeur en tout cas. Il n'est pas question pour la femme de commencer à s'occuper d'un homme. C'est pas dans l'ordre naturel des choses. En tout cas, moi, je suis pas de cette école-là. Un homme qui s'est dit un homme, il s'occupe de l'essentiel des charges du ménage et puis la femme apporte sa contribution. Mais cette femme-là, en sachant qu'elle est dans un régime de séparation de biens, elle ne se laisse pas aller. Elle ne se laisse pas emporter, par le fait que son mari est en train d'acquérir de l'argent. Elle gagne son propre argent. Personnellement, je décourage donc les femmes à être des mères au foyer, surtout au sein des pays africains. J'encourage les femmes à avoir une activité génératrice de revenus, que ce soit une activité dans l'entrepreneuriat ou du salariat, même à temps partiel, avoir une activité qui vous permettrait de vivre même si vous n'êtes plus avec cet homme-là, c'est important. Et donc, en acquérant votre
propres biens, vous êtes d'autant plus protégé en cas de divorce parce qu'il n'y aura pas de partage des biens. Alors que s'il y a une communauté des biens et que même les biens que vous avez acquis par vous-même sont dans la communauté et que vous tombiez sur un juge corrompu alors que votre mari a plus d'argent, a plus de pouvoir, vous risquez de perdre même ce que vous avez acquis par vous-même à travers cette communauté universelle des biens ou réduite aux acquis par l'effet d'un système judiciaire corrompu. Alors que pour les cas des biens séparés, vos immeubles sont en votre nom, eh bien, c'est à vous. Le divorce est prononcé, vous gardez vos affaires. Voilà donc l'intérêt de parler de ces questions-là en amont, comme je l'expliquais il y a 3 semaines. C'est très important car souvent il y a des problèmes parce qu'on ne s'est pas accordé, on ne s'est pas parlé de toutes ces choses. Voilà, on est romantique, mais seulement, voilà, le romantisme ne durera pas pour tous les mariages. Ce ne sera pas toujours l'histoire des Cendrillon. Voilà, donc c'est important pour une femme d'expliquer pourquoi elle veut cette séparation des biens, expliquer, voilà, à son partenaire clairement, et puis en parler comme des adultes. Voilà. Et maintenant, on peut parler du cas des femmes qui rencontrent des hommes qui ont déjà beaucoup d'argent. Voilà, parce qu'il y a différents cas en fait. Il y a les cas des femmes qui vont rencontrer des hommes qui sont normaux, qui n'ont pas beaucoup d'argent, ce qui est le cas de la majorité des humains. Voilà. Et dans ces cas-là, je parle de la séparation des biens. Et puis, le mari contribue en grande partie pour les charges du ménage. La femme apporte une petite contribution. Et puis, pendant ce temps, elle cherche aussi son propre argent. Elle acquiert ses propres biens. Voilà. Mais pour le cas des femmes qui vont épouser des hommes qui sont déjà riches, qui ont des immeubles, qui sont des multimillionnaires, la question se pose un peu différemment parce que ce monsieur-là, il a beaucoup de biens et rien ne l'empêche de mettre certains de ces immeubles en votre nom par amour. Voilà, parce que vous allez choisir la séparation des biens, vous allez chercher votre argent, mais il s'est fait qu'il a beaucoup d'argent et ça ne devrait pas poser problème s'il vous aime. Dans ce cas, c'est donc à vous de jouer avec cette flamme, voilà, du début et faire en sorte qu'ils mettent certains de ces immeubles en votre nom. Voilà. Je vais prendre un cas spécifique au Congo. Le salaire moyen, 50 dollars américains, disons même une femme qui aurait un bon travail où elle gagne 1000 dollars américains, ce qui est une minorité. Voilà. Mais cette femme est mariée à un homme qui a des immeubles. Voilà. Il a 6, 7 immeubles. C'est un millionnaire, voire un multimillionnaire. Rien n'empêche qu'il mette un de ses immeubles au nom de sa femme. Vous êtes dans la séparation des biens. Cet immeuble, il le met à votre nom. Parce que si vous vous lancez dans cette affaire des communautés de biens qui n'a pas mis aucun immeuble, il n'a mis aucun immeuble en votre nom, vous n'êtes pas dans la séparation des biens, vous êtes dans la communauté, et qui est, voilà, divorce, les gens peuvent changer du tout au tout, oublier toutes les belles paroles d'amour, eh bien, il ne veut plus rien vous donner, il va corrompre les juges, et vous n'aurez rien, alors que vous étiez avec quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Alors que si vous êtes en séparation de biens, carrément, il met un de ces immeubles en votre nom, et puis c'est à vous. Et il accepte par ces faits-là que même si vous vous séparez, cet immeuble-là, il vous l'aura donné. Mais l'objectif, ce n'est pas que vous sépariez. Si vous ne vous séparez pas et que votre mariage dure jusqu'à la fin, eh bien, ce sera tant mieux. Mais si jamais il y avait divorce, cette séparation des biens avec un immeuble, au moins en votre nom, cela vous protège. Voilà, mettre cet immeuble en votre nom vaut aussi pour cet homme qui va acquérir beaucoup d'argent durant le mariage. Voilà, tant que l'amour dure, il aura qu'à mettre un de ces immeubles en votre nom parce que on est au sein des pays africains où les hommes ont plus d'argent et plus d'opportunités que les femmes, donc il y a une plus grande probabilité que ce soit lui qui gagne plus d'argent que vous. Enfin, avant de clore ce point sur les régimes matrimoniaux, on peut évoquer la crainte de certaines femmes par rapport à un éventuel décès du conjoint. Voilà, parce qu'en cas de décès, la question est différente. Quand le mariage s'est dissous par décès, en plus de la question du régime matrimonial, il y a la question de la succession. Et donc, quand il y a séparation des biens, en cas de décès du mari, par exemple, il y a liquidation du régime matrimonial. Donc, chacun des époux prend ses affaires. Et donc, le mari qui était très riche, sa succession va s'ouvrir sur ses biens. Et donc, en droit congolais,
et de manière générale dans beaucoup des pays du système romano-germanique, les héritiers de la première catégorie sont les enfants. Ils ont droit à 3/4 des biens. Donc, dans tous les cas, ils sont des héritiers de la première catégorie. Ensuite, il y a les héritiers de la deuxième catégorie, à savoir le conjoint survivant, les pères et mères et les frères et sœurs, qui vont se partager le quart des biens. Et donc, dans ce cas-là même, ce sont vos enfants qui vont hériter des biens de leur père, c'est à votre avantage. Le problème, c'est si vous n'avez pas d'enfant avec cet homme, ce qui est très rare pour les femmes en Afrique généralement, mais évoquons cette hypothèse-là où vous n'avez pas d'enfant avec lui et donc la succession va s'ouvrir pour les héritiers de la deuxième catégorie, voilà, qui vont se partager tous les biens. Donc, vous allez vous partager les biens à part égale avec ses parents et ses frères et sœurs. Voilà, si ça ne vous arrange pas, bon, il y a toujours moyen de protéger sa conjointe, son conjoint par testament. En droit congolais, la seule réserve successorale est celle des héritiers de la première catégorie. Leur part ne peut pas être entamée par un testament. Mais pour les autres héritiers, votre mari pourra toujours vous protéger, voilà, à travers un testament et faire une, voilà, répartition entre vous-même et sa famille, voilà, ces différents biens, voilà. Et voilà donc, avec ça, nous avons fini avec le premier point le plus long par rapport aux régimes matrimoniaux. C'est très important de développer. Là, je vais aborder les deuxièmes points concernant la question de savoir s'il est prudent pour une femme d'apporter sa contribution à un investissement immobilier de son mari. Ce qui nous ramène au cas du couple Paul et Anita Okoye au Nigeria. Voilà. D'entrée des jeux, au regard de ce qui vient d'être dit par rapport au fait que les systèmes judiciaires au sein des pays africains est corrompu, on répond tout de suite qu'il n'est pas prudent pour une femme, voilà, d'apporter une telle contribution comme le montre justement le cas d'Anita Okoye. Je l'annonçais à l'introduction que dans sa demande de divorce introduite en août 2021, parmi les reproches qu'elle faisait à son mari, il y en avait plusieurs, mais c'est lui qui nous intéresse et c'est lui par rapport à notre sujet, voilà, investissement immobilier. Et donc, elle reprochait à son mari le fait qu'elle avait investi 10 millions de naira pour l'achat du terrain sur lequel il a construit son centre commercial. Et son mari lui avait promis qu'elle utiliserait un local au sein de ces centres commerciaux pour son activité à elle, mais qu'il a changé d'avis et qu'il a fait volte-face. Et donc, le problème avec ce type d'arrangement au sein d'un couple, c'est qu'il n'y a pas de preuves généralement, car cela s'est fait parfois sur l'oreiller. Et c'est justement le problème que va affronter Anita Okoye, parce que on va lui faire remarquer qu'il n'y avait pas de preuves de ces différentes allégations. Elle sera donc obligée de retirer, voilà, ces différentes allégations pour lesquelles elle n'avait pas de preuves, et notamment celui par rapport à la contribution qu'elle avait apportée pour l'achat du terrain en question. Et d'ailleurs, même en cas d'une telle preuve face à un système corrompu, on pourrait toujours, voilà, voir sa demande rejetée. Voilà. Et d'ailleurs, pour les cas d'Anita Okoye, on peut se demander pourquoi elle aurait eu besoin de contribuer, voilà, pour l'achat d'un terrain alors que son mari gagnait beaucoup plus d'argent. Car en fait, Paul Okoye avec son frère Peter Okoye sont parmi les musiciens les plus célèbres en Afrique. Donc, on ne voit pas pourquoi sa femme avait à contribuer pour l'achat de son terrain alors qu'il avait beaucoup plus d'argent. Voilà. Et d'ailleurs, comme je le disais au niveau du point précédent, c'était à Anita qui a connu, voilà, Paul alors qu'il n'avait pas d'argent. Il était un simple étudiant. Donc, ça rentre dans l'hypothèse, voilà, de l'homme qui gagne de l'argent durant le mariage, qui connaît la célébrité durant le mariage. C'était en ce moment-là où la flamme était encore forte, qu'elle avait à demander à monsieur de mettre certaines de ses propriétés en son nom. Elle ne l'a pas fait. Elle va le faire dans sa demande de divorce. Elle va demander une pension alimentaire de 15 000 $ américains par mois,
Certains ont considéré que c'était beaucoup, mais il faut noter que lorsqu'elle a introduit sa demande de divorce, elle est allée s'installer aux États-Unis avec 3 enfants qu'elle a eus avec Paul Okoye. Et la vie aux États-Unis coûte cher, 15 000 francs, 15 000 dollars américains pour 4 personnes. C'est pas la vie de millionnaire aux États-Unis. C'est une belle vie, mais c'est pas une vie de millionnaire. Voilà. Les soins médicaux notamment, le système médical est très complexe aux États-Unis et il coûte beaucoup plus cher qu'en Europe. Et donc, ceux qui sont en Afrique, au Nigeria, vont considérer que c'est beaucoup d'argent. Pas du tout. Elle va donc demander une pension alimentaire de 15 000 dollars américains, la garde exclusive de ses enfants, et aussi, elle va demander certaines des propriétés de son mari. Voilà. Mais la justice nigériane va plutôt accorder une garde partagée aux parents, ce qui, dans beaucoup de législations, notamment ici en Suisse, exclut les paiements de la pension alimentaire. Il y a paiement de la pension alimentaire lorsqu'il y a garde exclusive accordée aux parents qui n'a pas beaucoup d'argent. Et donc, le parent qui a un meilleur pouvoir financier va payer cette pension alimentaire vu que les enfants sont avec l'autre parent. Mais lorsqu'il y a une garde partagée, eh bien, chacun des parents considère qu'il va s'occuper des enfants avec ses propres moyens pendant que les enfants sont chez lui. Et donc, en l'espèce, étant donné que les enfants sont installés avec leur maman aux États-Unis, c'était un moyen de faire simplement qu'Anita ne puisse pas recevoir cette pension alimentaire. Et donc ici, en l'espèce, Anita ayant été bercée dans l'amour au moment où c'était encore tout feu, tout flamme, voilà, elle n'a pas pris les mesures qui s'imposaient pour pouvoir se protéger dans l'hypothèse d'un éventuel divorce, ce qui est le cas de beaucoup de femmes en Afrique qui se retrouvent lésées. Voilà. Avec ça donc, nous avons fini avec le 2e point, ce qui nous ramène au 3e point par rapport à la question des biens immobiliers qui sont mis au nom des enfants, une pratique très courante au sein de la communauté congolaise, que ce soit au pays ou la diaspora congolaise qui investit dans l'immobilier au Congo. Alors, est-ce prudent de le faire? Voilà, il faut noter que généralement, en cas de divorce en RDC, la garde exclusive est donnée au père, en considérant qu'il a plus de moyens financiers pour s'en occuper, ce qui est souvent vrai, car les hommes ont plus d'argent. Une pratique que je désapprouve personnellement, car le fait d'avoir plus d'argent n'implique pas nécessairement que c'est la personne la mieux placée pour s'occuper des enfants. En Occident, c'est le contraire où la garde sera accordée à la mère avec le père qui paye une pension alimentaire. Je crois que l'Afrique a quelque chose d'important à copier sur ce point-là, car personne ne s'occupe mieux des enfants que leur maman. D'ailleurs, même vous qui me regardez, lorsque vous cherchez une babysitter pour vos enfants, vous cherchez généralement une femme. Voilà. Et donc, il y a lieu de copier les bonnes pratiques où l'enfant sera mieux avec sa maman. Mais toujours est-il que une interprétation patriarcale, de la jurisprudence congolaise fait que l'on s'appuie plus sur ce critère, d'aspect financier. Il y a en principe 2 critères qui sont requis, une bonne moralité et une, bonne situation financière. Et là, on s'accroche plus à cet aspect financier pour accorder systématiquement, très souvent, la garde au père. Voilà, qui va très souvent trouver une autre femme avec qui les enfants ne seront pas toujours, à l'aise, malheureusement. Et donc, c'est un fait que l'on retrouve au sein du système judiciaire congolais comme dans beaucoup des pays africains. Et le problème, c'est que lorsque les biens ont été mis au nom des enfants et que le père a la garde exclusive, de fait, et parfois même de droit, cela peut lui être accordé par les juges, il va administrer les biens. Selon la loi, en droit congolais, les 2 parents ont le droit d'administrer les biens de leurs enfants. Mais dans les faits, c'est pas toujours le cas. Le parent qui a la garde exclusive va administrer les biens de l'enfant. Et ce qui serait beaucoup plus dangereux, c'est lorsque ces biens ont été achetés par la femme avec ses propres fonds.
est qu'elle les a mis au nom des enfants et qu'il arrive qu'en cas de divorce, le père a la garde exclusive et qu'il doit administrer les biens de l'enfant. Et avec le système judiciaire corrompu, il peut même aller vendre ses biens, voilà, qui parfois auront été achetés par la femme. Voilà pourquoi je déconseille à une femme, voilà, d'aller mettre au nom de ses enfants les biens qu'elle a achetés avec son argent. Je conseille à la femme de mettre ces biens-là en son nom, en sachant que j'ai conseillé avant la séparation des biens. Voilà. Mais si ce sont des biens qui ont été achetés par le mari et qui veut les mettre au nom des enfants, pourquoi pas? C'est lui qui les a achetés. Et donc, dans ce cas-là, même s'il y avait divorce et qu'il administrait ses biens, c'est lui qui les aura achetés, en sachant que la femme aura, de son côté, cherché son argent et acheté ses propres biens. Je conseille vraiment aux femmes d'être autonomes financièrement. Il n'y a rien de mieux que d'avoir, voilà, ses propres revenus. On est rarement de mauvaise humeur quand on a son propre argent. Même si votre mari est un millionnaire, le fait d'avoir une activité, au-delà même de l'argent, ça vous permet d'avoir votre propre vie sociale. Voilà, donc je déconseille le fait de rester à la maison, être femme au foyer. Voilà, quand les enfants sont en âge d'aller à l'école ou à la crèche, ayez votre propre activité, ayez votre propre vie. Et puis, un deuxième problème avec le fait de mettre les biens au nom des enfants, c'est que même s'il n'y a pas de divorce, il est interdit aux parents de vendre les biens de leurs enfants. Comme je l'ai dit, ils ont, voilà, le droit d'administrer les biens, ils ont le droit de jouissance sur les biens de leurs enfants. Ils peuvent donc habiter dans une maison au nom de leurs enfants, mais ils ne peuvent pas vendre ce bien-là, sauf à demander à informer le conseil de famille, en plus de demander une autorisation judiciaire. C'est le juge qui autorise le parent à vendre le bien de l'enfant. Parce qu'à partir du moment où vous mettez ce bien immobilier au nom de l'enfant, juridiquement, ce n'est plus votre bien. Donc, vous ne pouvez plus le vendre comme si c'était votre propre bien. Vous demandez l'autorisation au juge et vous devez le convaincre que vous êtes en train de vendre ce bien dans l'intérêt de l'enfant et non dans votre intérêt propre. Voilà donc, même en dehors de l'hypothèse du divorce, il faut bien réfléchir avant de mettre le bien au nom des enfants. Voilà. Et donc, voilà les éléments que je voulais partager avec vous. Ça aurait été une longue vidéo, mais c'était important. Un sujet très, très important pour les femmes en Afrique. Dans la vidéo de la semaine prochaine, je vais aborder cette même problématique par rapport à l'Occident, où ce sont les hommes qui disent être lésés. On verra de quoi il s'agit. Voilà donc, je vous souhaite un très bon dimanche. C'était un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui comme d'habitude. Ciao!